Cette capsule d'information à l'antenne de TVRL vous est présentée en association avec le groupe Savoie, les Résidences Soleil. Cette semaine, nous allons parler quand même du bonheur de côtoyer nos semblables. Comme vous savez, à travers le Québec, il y a de belles grandes résidences, comme aux Résidences Soleil. Puis la moyenne d'âge est quand même assez élevée chez nous. Puis les gens sont en forme. Il y a un paquet de rencontres qui se fait, aussi avec les comités des résidents, et faire des activités qui vous conviennent. Parce que vous savez, quand on vient demeurer dans une résidence, la solitude, c'est fini d'être seul à la maison puis de regarder la télévision. Il y a toujours quelque chose qui se passe, que ce soit le bingo, les cartes. Mais, mesdames et messieurs, quand vous allez dans une résidence, n'oubliez pas de vous informer pour vous assurer que tous ces services sont là. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du magazine électronique Vos Finances. Comme d'habitude, on va regarder l'actualité économique et financière et essayer de vous donner le maximum d'informations pour vous aider à en tirer le profit le plus grand possible. On est en saison des impôts, je vous rappelle, mars-avril pour la plupart des contribuables. Les propriétaires de petites entreprises, eux, ils ont 2 mois supplémentaires, ils peuvent aller jusqu'à la fin de juin. Mais normalement, pour la plupart des contribuables, ça se termine à la fin d'avril. Alors, pour discuter de tous ces sujets fort importants aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une autre fois M. Gaétan Veillette, qui est un conseiller et un directeur de division au groupe Investor. Investor, c'est un gros gestionnaire de portefeuille au Canada. Sauf erreur, c'est encore le plus gros. C'est le plus important gestionnaire de portefeuille. Et c'est une filiale de Power Corporation. Tout à fait. La grande société que tout le monde aime détester une fois de temps en temps quand on est jeune et on fait des manifs, là. Alors donc, M. Gaétan Veillette du groupe Investors et à sa droite, M. Jean Soublière, le président de la, comment ça s'appelle? La fédération qui s'appelle Actif. Actif, c'est un groupe dont la mission, c'est d'informer le public et tellement une mission poussée que Actif travaille en étroite collaboration avec l'Autorité des marchés financiers. Alors, si vous cherchez des gens qui sont en principe impeccables, irréprochable au plan moral, bien, regardez qui l'Autorité des marchés financiers aide à se développer. Bien, Actif fait partie de ces groupes-là, de chanceux, un petit groupe, parce que vous n'êtes pas beaucoup dans votre catégorie. Et ils font des séminaires, ils font des clubs d'investissement, ils font une foule de choses de même, des publications de toutes sortes. Alors donc, puis ils ont un site Internet, bien entendu, c'est ACTIF, tout simplement. Vous allez taper là-dessus et vous allez tomber sur Actif. On va vous expliquer tout en détail qu'est-ce que ça fait dans la vie Actif. Et son président, donc, c'est Jean Soublière qui est avec nous aujourd'hui. Monsieur Soublière, bienvenue aussi. Monsieur Veillette, je vous ai pas dit bienvenue parce que vous allez revenir encore la semaine prochaine ou l'autre après. Et c'est un plaisir. Parce que vous faites partie du très petit nombre de conseillers financiers qui se permettent de faire des rapports d'impôts pour leurs clients. C'est très peu. On m'a dit 1 ou 2 % peut-être. Pourquoi les conseillers financiers ne font pas les rapports d'impôts de leurs clients? Parce qu'ils ne veulent pas compétitionner les fiscalistes ou les comptables ou d'autres personnes qui se spécialisent là-dedans. Les HR Blocs de ce monde ou je ne sais pas quoi, là. Il y a 2 dimensions. Il y a la dimension planification fiscale des affaires du particulier. C'est là qu'un logiciel de déclaration d'impôt nous permet de faire une excellente planification fiscale. Okay. Prenons l'exemple d'un cas d'un client qui n'a pas fait ses acomptes provisionnels, mais il va avoir une idée à quoi s'attendre. La planification fiscale, ça fait très bien à partir soit d'un logiciel de planification financière ou un logiciel de déclaration d'impôt, si on va aller plus en profondeur, plus détaillé, pour fin de planification, d'expectative des déboursés en matière d'impôt. J'ai reçu beaucoup de questions des gens qui nous font le plaisir de nous écouter depuis 2 ou 3 semaines. Et on me dit, votre émission, c'est intéressant, on aimerait bien comprendre de quoi vous parlez parce que vous utilisez des thèmes de jargon qu'on ne comprend pas toujours.
Là, vous avez parlé d'acompte provisionnel. C'est quoi ça, des acomptes provisionnels? Les acomptes provisionnels, c'est ce que le particulier doit débourser à tous les trimestres, le 15 de mars, le 15 juin, 15 septembre, 15 décembre, pour payer à l'avance les impôts de l'année. Alors, on sait que les gens peuvent déduire à la retraite, comme exemple, de l'impôt au provincial et au fédéral sur les prestations de retraite qu'ils reçoivent de leur fonds de pension, de la Régie des rentes du Québec, de la pension de sécurité de la vieillesse et des autres retraits. Alors, et à ce moment-là, s'ils le déduisent à la source, ils n'ont pas au bout de l'année à faire des acomptes provisionnels habituellement, à moins qu'il y ait des revenus de d'autres natures. Donc, sinon, ils peuvent se retrouver avec un montant de 1 200 $ ou à peu près, qui n'a pas été provisionné, comme on dit, sur lequel il n'y a pas eu de retenue à la source. Donc, à ce moment-là, ils vont être obligés de faire des acomptes provisionnels pour l'année suivante. Pour l'année suivante. C'est pour ça que les acomptes provisionnels, on peut les calculer sur les revenus de l'an passé. Et on peut faire une projection, ou les revenus de cette année, ou la moyenne de 2 ans. Il y a plusieurs façons de le calculer. Ou se baser tout simplement sur le calcul fait par Revenu Québec, Revenu Canada, quand ils nous envoient un avis d'acompte provisionnel. Et avant de le payer, si on pense qu'on a à peu près le même revenu cette année imposable... Donc, on va payer à peu près la même chose que l'année passée. Oui. Donc, mais divisé en 4. Là. Divisé en 4 acomptes provisionnels dans l'année. Si on n'acquitte pas nos acomptes provisionnels et si on a effectivement à peu près les mêmes revenus que l'année passée, il y a des bonnes chances qu'on soit sujet à des pénalités fiscales et à de l'intérêt sur les acomptes provisionnels non versés. Donc, c'est mieux de les payer. On est mieux de s'en acquitter, à moins qu'on soit sûr que cette année, on a moins de revenus. Prenons l'exemple d'un cas vécu parmi mes clientes chez Groupe Investors. La cliente a fait une vente d'entreprise dans l'international en 2010. Elle a eu un revenu substantiel. C'est sûr que pour 2011, elle a reçu des avis d'acompte prévisionnel qu'elle n'a pas à payer puisque, de toute façon, en 2011, son revenu va être en deçà du seuil minimal d'imposition. Donc, il faut une simple planification fiscale pour estimer l'impôt à payer de l'année 2011 et ça permet à ce moment-là d'éviter les acomptes prévisionnels dans ce cas-ci. Et là, vous n'avez pas répondu directement à ma question qui était pourquoi les conseillers financiers ne font pas la plupart du temps les rapports d'impôt de leurs clients? Parce que c'est trop complexe, parce que c'est pas assez payant, parce que ça prend trop de temps, parce qu'ils devraient eux-mêmes suivre trop de formation. Ou, Vous touchez un bon point, c'est la différence entre planifier sa vie et administrer sa vie. Oui. On l'administre notamment en produisant à l'État des déclarations de revenus, des déclarations de TPS, TVQ, etc., pour quelqu'un qui est en entreprise. Alors, chaque conseiller est libre de produire ou d'offrir ce service-là de déclaration de revenus à ses clients ou de production des rapports TPS, TVQ ou de produire des états financiers pour ses entreprises. Sauf qu'il y a des gens qui se concentrent sur les programmes collectifs en entreprise, d'autres sur les services aux particuliers au niveau des finances personnelles. D'autres vont plus loin pour étendre leurs services et aussi développer leur expertise sur d'autres aspects. Moi, il me semblait qu'en remplissant le rapport d'impôt d'un client, c'était une excellente façon de le suivre dans son évolution financière et de savoir où est-ce qu'il est rendu dans son plan et de l'appeler éventuellement pour lui dire « Hey, vous êtes en train de prendre du retard, monsieur, parce que ça fait 2 ans que vous n'avez pas fait vos contributions réelles. » Tout à fait. Puis les déclarations d'impôts et les avis de cotisation et les autres documents qui nous arrivent du gouvernement, c'est une excellente façon de bien encadrer le patrimoine du client. Souvent, le client a des droits de cotiser à son CELI, il les utilise pas. Il y a des droits de cotiser au régime d'épargne études, il les utilise pas. Des droits de cotiser au REER également. Il y a le RAP, le remboursement du régime d'accès à la propriété. Donc, quelqu'un qui gagne 100 000, mais qui ne cotise pas son REER, mais qui a l'obligation de rembourser son RAP, bien, il se retrouve à être imposé à 45 %. D'où l'importance de faire une planification des remboursements qu'on doit faire à certains régimes ou des cotisations qu'on doit faire à certains régimes. Faut pas se faire prendre ensuite de ça la culotte baissée, comme on dit, et là, être obligé de payer des intérêts puis des impôts et autres pénalités administratives. Oui. Et c'est qu'elle a de plus en plus que le bilan fiscal du particulier, on va aller chercher par Internet dans mon dossier à Revenu Canada et Revenu Québec pour vérifier en temps réel où est rendu le bilan fiscal du particulier. Donc, on ne peut pas se fier uniquement sur la déclaration du client qui nous dit « J'ai un droit de cotiser au REER de 12 000 ». L'année d'après, il nous dit « J'ai un droit de cotiser au REER de 15 000 », mais sans avoir vérifié l'avis de cotisation. Le jour après 6, 7, 8 ans qu'on vérifie son avis de cotisation, on s'aperçoit que c'est pas 12 000 qu'il a le droit de cotiser au REER, il est en surcotisation de 12 000.
Et l'année d'après, il est en surcotisation de 15 000, Ça tout fait est cool. toute une différence. Là, il cotise trop, puis il va être pénalisé là-dessus sur Tout à les fait. sommes supplémentaires qu'il a mis dans son régime puis qu'il n'avait Oui. pas le droit de mettre. Et cette pénalité-là, c'est 1 par mois de pénalité pour C'est énorme, ça. tout ce qui excède 2 000 de surcotisation réelle. OK. Bon, alors, donc, là, vous avez utilisé pas mal de termes de jargon et les gens qui nous appellent nous disent justement, on aime ça votre affaire, mais on ne comprend pas vos termes. Pouvez-vous définir les termes? Très bien. Puis ils peuvent très bien nous appeler. Ça va nous faire plaisir de leur rendre service aussi. Bien sûr. Alors, donc, voilà pour ces premières définitions. Si vous nous suivez depuis un petit bout de temps, vous savez que cette émission commence habituellement par regarder d'abord l'actualité économique et financière la plus récente. Est-ce que vous avez, M. Veillette, noté dans l'actualité économique et financière relativement récente, disons depuis votre dernier passage chez nous, quelques éléments importants qui permettraient peut-être aux gens qui nous écoutent, encore une fois, de profiter de la situation pour mieux gérer leurs finances personnelles et familiales? Ce que j'observe le plus, c'est l'évolution des marchés américains. L'économie américaine est de plus en plus forte. Les indicateurs économiques sont de plus en plus positifs. Il y a une relance au niveau de la consommation, au niveau de la confiance des consommateurs. On le voit par la relance boursière. Le TSX, qui était 1500 points de plus... Ça, c'est la bourse de Toronto. De Toronto, 1500 points environ de plus que la bourse de New York l'an passé et qui maintenant, c'est l'inverse. La bourse de New York a dépassé celle de Toronto. Donc, on voit que le côté américain, il y a un regain fort intéressant qui a sans doute été avantagé par le fait que les investisseurs internationaux ont boudé l'Europe dans la période de négociation des dettes souveraines. Donc... les dettes souveraines, c'est les dettes des gouvernements, ça? Oui. Comme celle qu'on nous a montrée, par exemple, pour le gouvernement du Québec, là, dans une grande page du Journal de Montréal et du Journal de Québec, en disant, voilà où est-ce qu'on est rendu dans notre endettement. Là. Tout à fait. C'est assez effrayant, effectivement. Oui. Et c'est pour ça que les dettes des gouvernements jumelées aux dettes des particuliers, c'est une préoccupation majeure. Régulièrement, les ministres des Finances en font état à la population, ils gèrent les biens publics et les gens gèrent leur patrimoine familial. L'endettement des États et l'endettement des particuliers est une préoccupation majeure sur laquelle il va falloir adresser cette problématique-là d'une façon plus vigoureuse. En fait, c'est les fameux baby boomers qui ont dépensé à gogo durant les 30 ou 40 dernières années. Là, maintenant, on leur présente la facture puis ils trouvent que c'est épouvantable. On veut sabrer dans les régimes de retraite, on en a parlé la semaine dernière. On veut repousser l'âge de la retraite pour avoir des cotisants pendant plus longtemps et des retraités qui vont retirer pendant moins longtemps. Et ça va devenir inévitable que l'âge de la retraite soit augmenté. 65 ans aujourd'hui, c'est déraisonnable comme budget des finances publiques. Quand on pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont 50 ans et qui s'attendent de vivre jusqu'à 85, 88, 90 ans, bien, les régimes d'État ne peuvent supporter un mouvement démographique d'une telle envergure. Il y a des gens qui rêvent encore à la liberté 55, sauf erreur. Ça, c'est une bannière que vous avez achetée chez vous il y a quelques années. Oui, c'est à la fois une bannière et c'est à la fois une thématique. Quelqu'un qui commence à 20 ans et qui décide de s'investir, il peut atteindre très bien son objectif. Sauf qu'aujourd'hui, dans une optique où on s'attend à une longévité nettement accrue, il faut penser qu'il faut mettre les bouchées doubles si on veut être capable d'avoir une retraite plus tôt ou une retraite plus confortable. C'est ça. Je rappelais la semaine dernière que quand mon père a pris sa retraite, il y a une quarantaine d'années, à 65 ans, c'était l'âge habituel. L'espérance de vie pour les hommes, c'était 72 ans. Donc, il avait travaillé 40 ou 45 ans pour se payer 7 ans de retraite. Là, aujourd'hui, la retraite, c'est 10 ans, 12 ans, 15 ans, 20 ans. Alors donc, on ne peut pas se contenter de travailler simplement 35 ou 40 ans pour ça. Oui. Et je rajouterais à ça, les régimes de retraite publics qui sont 35 ans, calculés sur 35 ans d'accumulation, le 35 ans devient impossible aujourd'hui. En termes de gestion du bien d'autrui, on ne peut tolérer que de faire une telle accumulation pendant 35 ans. L'employeur ne suffit pas. Les finances d'un employeur ne suffisent pas à couvrir ça. Ceux de l'État non plus. Ceux de l'État non plus, ceux du particulier non plus. Donc, il faut certainement allonger la période d'accumulation autant pour la Régie des rentes du Québec que l'accumulation dans les fonds de pension. Et quand on voit des gens qui pouvaient prendre leur retraite autrefois à 53 ans ou 55 ans... Comme c'était le Congrès, par exemple. Oui. 56, 58. Ça mène à des abus. Et on voit dans notre société actuellement, il y a un écart, il y a une disproportion
entre les retraités qui bénéficient d'un fonds de pension d'employeur de ceux qui n'en bénéficient pas. Monsieur Soublière, vous regardez aussi l'actualité économique et financière parce que vos différentes activités, vos clubs d'investissement se préoccupent de ça et vos autres activités, les conférences que vous faites sont un peu basées sur l'actualité économique et financière. Alors, cette semaine, on a appris qu'aux États-Unis, le mois dernier, on avait créé 225 000 emplois. On dit qu'on sort d'une récession là-bas quand on a 3, 4 ou 5 mois consécutifs comme ça avec des créations d'emplois de 200 000 et un peu plus. Et on a dit aussi que le gouvernement du Canada, qui va nous présenter son budget dans quelques jours, quelques semaines, et comme celui des États-Unis, va garder son taux d'intérêt à 1 % pendant très longtemps. Et on a insisté sur le très longtemps. Ça veut dire que les gens qui se fient sur des taux d'intérêt à la retraite pour avoir des bons revenus mensuels risquent d'être fortement déçus. Sûrement. Ce que ça veut dire aussi, c'est qu'il faut que les gens travaillent à la croissance de leur épargne et de leurs capitaux dans l'ensemble. Il faut que les gens apprennent à placer intelligemment leur argent et prudemment. Et c'est ça que vous faites avec vos clubs. Ça s'appelle ici EduClub, le document que vous m'avez donné tout à l'heure et dont on va vous parler. Alors donc, c'est des clubs d'investissement pour montrer aux gens la croissance interne du patrimoine, comment le faire fructifier, et la croissance externe, comment épargner davantage pour en mettre le plus possible dans le patrimoine. Il faut travailler en amont et un peu en aval, c'est-à-dire que il faut que les gens apprennent à épargner dans un premier temps. Et faut-il en avoir aussi les moyens? Parce qu'un des problématiques... Des problèmes au fonds de pension, à la retraite, c'est d'amener les gens à cotiser le plus tôt possible. Le problème, c'est quand on est jeune... on a d'autres choses à faire qu'à épargner pour la retraite dans 30 ou 40 ans. Exactement. On a une auto à se payer, des vêtements à se payer, puis on part une famille, etc. Et tout ça rentre en ligne de compte, de sorte que quand les gens sont prêts à commencer à s'investir, effectivement, c'est relativement plus tard dans la vie, et là, il y a une pression. Il y a une pression parce qu'à l'approche de la retraite, les gens sentent ça comme un besoin pressant. Ils ressentent le besoin d'accumuler, dans le fond, plus rapidement. Et c'est là où des erreurs aussi peuvent être faites quand les gens se lancent dans du placement sans considérer les bonnes stratégies. Et en l'absence de connaissances, ils peuvent faire énormément d'erreurs. Alors, notre programme de formation, il vise à combler ce besoin-là. Et vous êtes des gens très sérieux. La preuve, c'est que vos activités sont supportées par l'Autorité des marchés financiers. Alors, on nous demande régulièrement où est-ce qu'on trouve des bons conseillers financiers. D'abord, dans ceux que moi, j'invite ici régulièrement, ça, c'est une chose, parce que je vérifie leur probité, bien sûr, avant de les amener ici. Mais l'Autorité des marchés financiers, elle, avant de subventionner, de supporter des activités comme les vôtres, j'imagine, doit vous vérifier également. Bien, je dirais que, en fait, pour l'actif, ce qu'il faut noter puis ce qu'il faut souligner, c'est qu'on existe depuis 1999. Okay. On est 100% dédié à l'éducation financière. On existait avant que l'autorité soit créée. On a travaillé à l'époque avec la Commission des valeurs mobilières qui appuyait aussi les activités qu'on fait. Exactement. Et là, l'autorité a un mandat qui est plus large que la Commission des valeurs mobilières. Et on couvre aussi, pas uniquement dans la gestion à la bourse comme telle, mais la planification financière. Aussi, on a des activités de formation pour couvrir cet aspect-là. On va avoir l'occasion d'y revenir, mais pour l'instant, la petite voix féminine que vous avez entendue tout à l'heure, c'était la régisseuse de plateau qui me faisait signe qu'il faut aller à une première pause, parce que cette émission qui dure 1 heure est divisée en 4 blocs d'égale durée à peu près, sauf qu'on déborde la plupart du temps. Alors là, la voix devenait un peu plus insistante pour nous dire « C'est temps de faire une pause alors, avant qu'on me débranche ou qu'on me coupe le cou. » C'est un signe qu'ils font. On va faire cette pause et on va revenir dans quelques instants. Alors, nous voilà de retour pour le deuxième bloc de cette émission d'aujourd'hui du magazine télévisé Vos Finances, qui est diffusé sur le canal TVRL, toujours. C'est Télévision régionale de Laval. Pour les gens qui sont à Laval, c'est le canal 9. Sinon, vous pouvez toujours aller regarder ça sur Internet à tvrl.ca. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir M. Gaétan Veillette, que vous venez d'entendre, qui fait partie du groupe Investor. Et le groupe Investor se passe de présentation, évidemment. C'est une des principales filiales de Power Corporation.
Mais Actif, c'est un petit groupe beaucoup plus jeune et beaucoup plus récent. Est-ce que vous pourriez, M. Soublière, nous décrire un peu le genre d'activités que vous faites? Parce que j'ai ici sur mon papier des activités de formation, des activités de développement de compétences, etc., etc. Vous faites, je pense, des conférences, vous faites des séminaires, vous faites des séances d'information de différentes natures. Oui, on a des activités toujours à caractère éducatif, mais qui sont offertes dans différents formats. On se rappellera une activité que vous aviez animée à l'époque, des fiducies de placement, quand que le gouvernement avait changé la règle. On avait eu un débat. Alors là, c'est la formule table ronde, où on invite différents intervenants à parler d'actualité financière, à amener des points de vue différenciés. On a des ateliers, des séminaires. En fait, à l'Actif, on a une formation continue qui part d'un niveau débutant à plus avancé. Les gens peuvent commencer au niveau de la planification financière, la gestion du patrimoine, la fiscalité, les différents, les grands pôles qu'on connaît en planification financière pour les épargnants, de façon à ce qu'ils comprennent mieux les enjeux, les habilités, dans le fond, à intervenir de façon plus productive avec leurs représentants. On a une classe d'initiation au marché financier. Et après ça, on rentre dans des choses un petit peu plus avancées de niveau intermédiaire, apprendre à faire de l'analyse fondamentale, de l'analyse technique. On va même jusqu'aux options pour apprendre aux gens à gérer leur risque de placement. C'est quoi ça, l'analyse fondamentale puis l'analyse technique pour les gens qui ne sont pas habitués à ce genre de marché? Si on veut investir dans le titre d'une entreprise en bourse, on doit évaluer si l'entreprise est intéressante, si elle offre des perspectives de rendement et aussi mesurer ses risques. Alors, il y a différentes approches pour faire ça. Il y a, d'une part, ce qu'on appelle l'approche fondamentale, qui regarde les ratios de l'entreprise. On étudie les bilans financiers, on regarde la stratégie de l'entreprise, et avec ces considérations-là, on se fait une opinion. Et c'est quoi un ratio? Un ratio, à titre d'exemple, le ratio d'endettement. On va regarder l'ensemble des dettes sur la totalité des actifs de l'entreprise ou de l'avoir des actionnaires et on va dégager des ratios qui vont permettre de savoir si l'entreprise est solvable, si elle a les reins solides, donc si elle présente des risques ou pas. Si elle traversait une mauvaise période, qu'est-ce qui arrivait avec elle? Et si même on devait mettre la clé dans la porte, comment les actifs seraient distribués et à qui? Exactement. Parce que si le ratio d'endettement est élevé et que des créanciers sont inquiets de la situation, ils peuvent tirer leur bille s'il y a des défauts de paiement. S'il n'y a pas de défaut de paiement, puis tout va bien, en principe, il n'y a pas de problème. Mais dans des situations où il peut y avoir une instabilité ou des difficultés pour une entreprise, bien, plus le ratio d'endettement est élevé, plus cette entreprise-là présente un risque. Alors, dans vos activités, c'est le genre d'informations qu'on donne aux gens? Oui. J'ai dit donne, mais est-ce que c'est donne entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a un prix pour entrer là ou c'est vraiment gratuit étant donné que vous avez l'appui de la puissance d'autorité des marchés financiers? Il y a certaines activités qui sont gratuites et d'autres sont payantes aussi. En fait, ce qu'on dit à l'actif, c'est que le premier placement qu'un épargnant devrait faire, c'est dans son éducation. C'est ça. Donc, il y a un certain nombre d'activités que les gens doivent payer pour pouvoir les faire. L'actif s'autofinance en grande partie par ses revenus de service, parce que la consommation de sa clientèle, dans le fond, au niveau de l'achat de formation. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'activité qui approche là, maintenant au cours des prochains jours ou des prochaines semaines, en commençant par Laval, mettons? Oui, bien sûr. Le 22 mars, donc c'est tout proche, on a un atelier gratuit qui est offert, qui justement porte sur l'analyse fondamentale. On expliquait sommairement c'était quoi. Bien là, pendant 3 heures, on a une formation qui est offerte gratuitement. Les gens n'ont qu'à venir sur notre site Internet qui est le www.actif.net. Pour s'inscrire. Ils peuvent suivre ça sur l'ordinateur, ils ne sont pas obligés de se déplacer pour y aller? Non, c'est en salle. C'est vraiment une formation en salle de 3 heures avec un animateur qui permet une interaction. Les gens peuvent... 3 heures, ça? Bien, c'est une formation, comme les cours qu'on suit un peu partout au collège. C'est une grosse demi-journée, ça? Oui. Oui, mais comme je disais, il faut s'investir aussi quand on veut s'éduquer. Le premier investissement qu'on doit faire, c'est dans le temps. Dans le temps? Mettre du temps pour s'informer. Oui. Est-ce que j'ai bien résumé, M. Veillette? Vous résumez très bien, M. Hein, c'est toujours ça. Jean apporte une dimension importante. Le premier investissement qu'on doit faire, c'est dans la formation.
Puis les activités éducatives, comme les clubs d'investissement font très bien, c'est d'amener les gens à se familiariser à divers marchés financiers et à leur planification financière. Avant même de penser à investir, il faut avoir une bonne planification. Alors, combien est-ce qu'on veut avoir à la retraite comme revenu? Qu'est-ce qu'on vise comme objectif? Qu'est-ce qu'on vise comme objectif? Quelles sont nos contraintes, nos préoccupations? Et en fonction de l'environnement économique, l'environnement de la famille, l'environnement de mes responsabilités personnelles et familiales et professionnelles, qu'est-ce que je peux me permettre en termes de programme d'épargne? Qu'est-ce que j'ai accès par le biais des programmes collectifs de mon employeur? Qu'est-ce que j'ai accès en termes de mes habitudes d'épargne personnel aussi. Et c'est un ensemble de points qui nous amènent à dire, bien, je dois épargner tant pour être capable de réussir à atteindre une retraite à 65 ans. Ou bien réduire mes objectifs. Ou bien réduire les objectifs. Puis souvent, les gens préfèrent ignorer leur objectif plutôt que de faire face. Le problème à plus tard. Voilà. Quand j'arriverai à 50 ans, là, je commencerai à me préparer pour la retraite parce qu'à ce moment-là, ça va être dans 5 ans, dans 10 ans. Et plus on retarde... Si vous parlez de ça à un jeune qui est dans la rue actuellement, par exemple, un étudiant, de préparer sa retraite. Lui, c'est pas ça qui l'intéresse, c'est de savoir comment je vais payer mes cours l'an prochain. Oui. Et à ce propos, on disait tout à l'heure, avant de commencer cette émission, que, par exemple, M. Soublière, lui, semble plutôt favorable à la position des revendicateurs actuellement qui ne veulent pas voir augmenter les frais de scolarité, tandis que M. Veillette, lui, semble tout à fait favorable à la position du gouvernement qui dit tout augmente dans la vie à cause de l'inflation. Pourquoi les frais de scolarité n'augmenteraient jamais, eux autres? Est-ce que j'ai bien résumé, là aussi, la situation, M. Veillette? Vous amenez un débat, vous êtes coloré, M. Hintz. En fait, il y aura toujours des tendances sociales qui amènent à payer le moins cher possible les services de l'État ou le service des institutions d'enseignement, notamment les institutions postsecondaires. On sait que c'est un coût énorme pour les États. Pour l'État, on sait que l'État investit beaucoup dans l'éducation actuellement. Je regarde, quand on regarde les déclarations d'impôts actuellement, où un étudiant qui fait 10 mois d'études postsecondaires dans une année bénéficie d'un crédit d'impôt pour fréquentation à temps plein d'une institution postsecondaire de 400 $ par mois d'études, plus 65 $ pour ses manuels. On parle de 4 650 $ de crédit d'impôt au palier fédéral qui lui sont accordés dans les crédits d'impôt. C'est quoi, ça, un crédit d'impôt, M. Veillette? Un crédit d'impôt, c'est que le gouvernement prévoit dans le rapport général d'imposition pour un particulier une section qu'on appelle les crédits d'impôt fédéraux non remboursables, notamment les crédits d'impôt pour fin d'études. L'étudiant qui n'a pas suffisamment de revenus pour consommer ses crédits d'impôt les accumule. Ou peut les rouler à un parent ou à un conjoint s'il est le cas échéant. Peut les vendre à quelqu'un d'autre, comme des crédits de carbone, par exemple? C'est une analogie, oui, absolument. Ça permet de l'utiliser immédiatement par le biais des parents ou par le biais du conjoint. Et c'est le même rendement fiscal qu'on le reporte au nom de l'étudiant s'il ne peut pas l'utiliser ou qu'on l'utilise maintenant. Donc, quand on parle d'une contestation sur les frais d'inscription, c'est un élément parmi une douzaine d'éléments d'aide sur lesquels le gouvernement intervient. Et on conteste un élément en oubliant l'ensemble de la situation. M. Soublière, est-ce que ça arrive que quand on conteste, vous l'avez fait, il l'a fait, je l'ai fait aussi, à 18-20 ans, quelqu'un disait, un grand philosophe, si on conteste pas à 18-20 ans, qu'est-ce qu'on va faire quand on va arriver à 78 ans ou à 80 ans? En fait, il n'y aura plus rien à contester. De ce que je me rappelle des contestations quand j'avais 18-20 ans, comme vous le dites si bien, les frais de scolarité étaient pas mal moins élevés qu'ils le sont aujourd'hui. Donc, il y a quand même un certain ajustement. Puis je pense que c'est légitime que les étudiants contestent cette dimension-là. Mais je pense que ça nous interpelle aussi comme société parce que, bon, le problème de l'éducation est un problème d'ensemble. Il y a tous les facteurs fiscaux qui sont là. On pourrait même parler de responsabilisation individuelle aussi au niveau de différents programmes qui existent pour préparer les études. On pense au RRER, les régimes d'épargne-études, à titre d'exemple, ou les RAP qui peuvent exister dans certains cas. Mais de façon plus globale, il faut
il faut pas sortir tout ce débat-là du contexte aussi qu'on paye plus d'impôts au Québec qu'ailleurs. Donc, il faut faire attention dans les comparaisons qu'on fait sur le fait que, par exemple, en Ontario, le taux d'imposition serait moins élevé qu'ici et que les frais de scolarité seraient plus élevés puis qu'on cherche à avoir des Peut-être qu'ils ont rattrapages. moins de services là-bas, c'est pour ça que ça coûte un peu moins cher en termes de frais de scolarité. Bien, moi, j'aurais tendance à dire, écoutez, si on veut augmenter les frais de scolarité, il faudrait peut-être penser à baisser les impôts parce qu'en quelque part, si on paye des impôts ici puis si on accepte d'en payer plus, c'est parce qu'on a pris des décisions collectives de se payer un certain nombre de services qu'ailleurs, ils se payent peut-être pas. Par exemple, des services de garderie, des services de médicaments puis Ouais. des choses comme ça. C'est ça. C'est des choix sociaux qu'on a faits. On paye pour ou on paye contre, mais je veux dire, on les a faits et là, il faut les assumer et on paye pour. Alors, d'une certaine manière, vu que je paye déjà cet impôt-là, moi, mon raisonnement, c'est de dire, bien, en principe, ça serait supposé d'aller à des choses pour lesquelles on croit, notamment l'éducation. Alors, j'aurais tendance à dire, bien, s'il faut qu'on augmente les frais pour aller vers une formule payeur-utilisateur, bien, les impôts, il devrait y avoir un ajustement du côté des impôts. Et par ailleurs, bien, il faut aussi penser que les inégalités sociales existent aussi. Alors, donc, pour des gens qui ont moins de moyens, il ne faudrait pas que l'augmentation des revenus constitue une barrière à l'accessibilité pour l'éducation. J'ai entendu des gens la semaine dernière aux nouvelles dire « Personne ne va être privé de scolarité sous prétexte que dans sa famille, il a pas assez d'argent pour payer des frais de scolarité. » Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, M. Veillette? Tout à fait d'accord avec ça. En 1966, ça coûtait 26 les frais d'inscription aux études postsecondaires à l'université, c'était 26 Moi, j'ai commencé mes études postsecondaires en 71. Donc, il ne devrait pas y avoir eu grand changement à ce moment-là. Aujourd'hui, avec le mouvement d'augmentation des frais de scolarité pour les prochaines années, on va arriver à la fin du processus à 17 Et quand on regarde le programme de bourse universitaire qui favorise justement les familles à revenus modestes et qui sont prévus, ça permet le système actuel, en tout cas, de favoriser les gens qui gagnent moins et ceux qui gagnent un peu plus ou qui ont de meilleurs revenus, bien, ils payent leur juste part au niveau du système d'éducation postsecondaire. J'ai entendu aussi sur les médias des gens qui interrogeaient cette contestation étudiante qui revient régulièrement avec le printemps, dire il y a 37 des gens au Québec qui payent 0 cent d'impôts. Ils payent des taxes à la consommation, mais ils payent 0 cent d'impôts. Alors donc, il y a seulement 63 des gens qui font vivre les autres, là, Tout à fait. avec tous les services de l'État. S'il y a seulement 63 de gens actifs, autrement dit, qui sont des contributeurs aux revenus de l'État, eh bien, on peut se poser des questions sur la vitalité des services aux citoyens. Bien. Vous êtes d'accord avec ça, M. Soublière? Oui, c'est sûr. Il y a la façon de voir comment on perçoit les impôts, qui les paie, pourquoi et à qui ça va. Fait combien de fois qu'on met 1 cent le litre d'essence pour réparer les rues? Et je m'en venais tout à l'heure, les nids de poules, ça se compte 13 à la douzaine. Là. Et pourtant, on nous charge régulièrement 1 cent de plus. Et c'est juste pour mettre sur les voies et essayer d'améliorer le réseau routier. C'est sûr que le problème d'affectation, je dirais, des raisons pour lesquelles on est cotisé par l'État et les services qui sont rendus, ça peut soulever énormément de questions. Alors, qui paie quoi et pour qui et pourquoi? Alors, il y a beaucoup de questions à poser là. On va avoir l'occasion de les poser au cours des prochaines semaines parce qu'il y a 2 budgets qui s'en viennent à Ottawa et à Québec. Ça va être dans l'actualité. Et les gouvernements, évidemment, font leur budget toujours au mois de mars parce que leur année financière se termine le 31 mars. Et c'est pour ça qu'ils ont tout le mois de mars pour nous présenter leur budget. Habituellement, le provincial attend de voir celui du fédéral parce qu'il y a des subventions qui viennent de là. Mais là, semble-t-il que cette année, ça va être le contraire. C'est le provincial qui va y aller en premier, puis le fédéral qui va venir en deuxième. Alors, on aura sans doute l'occasion d'en parler. Si vous avez des questions là-dessus, vous nous les acheminez toujours également aux mêmes coordonnées que je vais vous donner en revenant de la pause. Mais là, pour l'instant, on me fait signe désespérément que c'est le temps de faire la deuxième pause, parce qu'on a déjà la moitié de l'émission qui est terminée, semble-t-il. Alors, on vient dans quelques instants. Alors, nous voilà de retour pour le 3e bloc de cette émission, toujours en compagnie aujourd'hui de M. Gaétan Veillette du groupe Investors.
C'est une filiale de Power Corporation qui vend des fonds communs, beaucoup de fonds communs au Canada, et de M. Jean Soublière, qui est le président de la Fédération québécoise des coopératives en animation et en formation financière, qui s'appelle Actif et qui fait des séances d'information. Dans certains cas, c'est gratuit. Dans d'autres cas, il y a des frais à payer. Il faut s'informer en allant sur Actif, où vous allez avoir évidemment le petit pamphlet ici où on vous donne les activités des prochaines semaines et des prochains mois. On aura l'occasion d'y revenir. Mais la prochaine activité, vous pouvez nous la répéter, à Laval ici. C'est dans quelques jours. Oui. 22 mars. 22 mars. À Laval, l'analyse fondamentale pour bien gérer son portefeuille. Et on démarre un club école le 17 avril à Laval. Un club école, c'est un club d'investisseurs, ça? Oui, c'est un club d'investissement véritable. Donc, c'est des gens qui vont mettre de l'argent pour investir, mais c'est une épargne pédagogique, dans le sens que c'est des petits montants modestes qu'on met, mais pour apprendre, s'exercer à faire du placement. Comment choisir des bonnes entreprises et des bons secteurs, autrement dit. Et le club école, bien, c'est le club d'investissement, mais c'est aussi l'école. Donc, c'est pas juste de mettre de l'argent ensemble, c'est aussi de suivre des formations pour apprendre à bien faire les choses. OK. Alors donc, les formations à elles, bien évidemment, il y a des frais très souvent. Mais vous allez les donner là-dessus et vous allez les donner d'une fois à l'autre, je présume. Alors donc, j'ai ici 20 mars, j'ai 22 mars, j'ai 27 mars. Et puis, donc, sur Actif, vous allez avoir toute la liste. Et vous allez voir quel genre d'activité on peut faire là-dedans. La première chose à investir, évidemment, c'est du temps. On dit régulièrement, le temps, c'est de l'argent. Si vous mettez du temps pour vous informer, peut-être que vous allez être un peu mieux à l'abri des fraudeurs et voleurs de tout le Québec qui se promènent sur le marché et qui vous présentent des trucs avec des rendements mirobolants, alors qu'on sait que des rendements mirobolants, ça ne peut pas exister s'il n'y a pas à côté des risques mirobolants également. C'est ça la règle de M. Veillette, je pense. Tout à fait, tout à fait. Et il faut d'abord connaître son profil d'investisseur puis connaître sa situation financière pour être capable d'établir quel devrait être le genre de placement qui correspondrait à mes objectifs, à ma zone de confort, au contexte fiscal, parce qu'un investissement, il y a un aspect fiscal qui crée des... Qui n'est pas négligeable, évidemment. Qui n'est pas négligeable, absolument, parce que si on investit dans des placements qui nous donnent 1 % en intérêt, alors que l'inflation est 2 on a un problème, là. On a un sérieux problème. L'inflation va plus vite que le placement. En plus que le placement, s'il est non enregistré, on paie de l'impôt en plus là-dessus. On est en garantie négative. Donc, d'où l'importance de bien réfléchir au niveau de la projection de nos placements et en fonction de nos objectifs. Autrement dit, regardez aussi l'aspect fiscal du placement, parce qu'il y a des placements qui sont plus intéressants que d'autres. Votre argent peut rapporter 3 choses. Peut rapporter du revenu d'intérêt, c'est le plus petit actuellement et le plus lourdement imposé, ou ça peut rapporter du revenu de dividende. Ça, c'est une partie de ces bénéfices qu'une compagnie, par action, distribue régulièrement, 4 fois par année habituellement, à ses détenteurs de parts ou d'actions. Oui. Et ça, c'est beaucoup moins imposé. Oui. De l'ordre de 30 % de moins, à peu près. À peu près. Bien, prenons juste quelqu'un qui a un taux d'imposition de 47 % et qui a des revenus sous forme de gains en capital, ça lui coûte la moitié. Ça devient déjà très intéressant. La troisième forme de rendement que votre argent peut vous procurer, c'est du gain de capital quand vous revendez votre placement. Oui. C'est comme quand vous revendez une maison, par exemple. Vous l'aviez payé 70 000, vous la revendez 120 000. La différence entre les deux, c'est un gain de capital. Ça, c'est imposable à 24 % seulement, dites-vous. Oui. Voilà. Au Québec actuellement. Au Québec actuellement, le taux combiné fédéral, provincial combiné, ce qui devient intéressant. Donc, les gens qui veulent absolument quelque chose de garanti doivent avoir à l'esprit les conséquences de leur choix de placement ou de leurs contraintes de placement qu'ils se donnent. Parce que 1 %, ça prend 72 ans pour doubler. Si l'inflation est de 2 % ça veut dire qu'en 36 ans, l'inflation a doublé. Et là, on a un déficit structurel important au niveau de notre politique de placement. Donc, d'où l'importance de choisir des placements avec lesquels on est confortable, mais qui offrent aussi une possibilité de croissance qui est raisonnable. Vous parlez de ma zone de confort, jusqu'où je suis prêt à prendre des risques pour avoir un rendement un peu plus élevé. Tout à fait. C'est là la différence entre le profil d'investisseur, notre zone de confort, versus notre politique de placement. Et j'amène toujours l'exemple, il y a des gens qui ont le vertige. Mais on leur dit, si vous voulez avoir le panorama suffisamment, il faudrait que vous montiez 5 barreaux dans l'échelle. Mais il y en a qui ne sont pas capables de monter plus que 2 barreaux. Parce que là, comment ça va le vestige? Tout à fait. Mais il y a des gens qui disent, bien, moi, je pourrais peut-être me rendre au barreau 3 ou au barreau 4
pour faire un effort, pour apprécier plus le panorama. Je traverse un pays pour voir un paysage. Et puis, si je me limite en termes à monter d'échelle, il y en a d'autres qui vont monter au 10e barreau puis ils vont admirer le panorama. Mais c'est leur choix. Et ça ne durera pas longtemps, peut-être. Peut-être. Ou peut-être qu'ils vont être très confortables avec ça. Ça dépend de leur position, où est-ce qu'ils veulent aller, qu'est-ce qu'ils veulent Parce qu'il y a faire. toujours des gens qui disent, si par exemple je perdais 10 sur un placement, ça ne m'empêcherait pas de dormir. Mais dès que le placement descend de 2-3 ils se dépêchent d'appeler le conseiller financier pour dire qu'est-ce qui se passe. Alors, il faudrait s'assurer là, de votre zone de confort et de votre capacité à supporter des risques. La zone de confort, la question des risques, c'est souvent aussi une question de connaissance. Tout à fait. On craint souvent ce qu'on ne connaît pas. Quand on se sent incompétent, et c'est pas dit péjorativement, là, mais quand on manque d'informations, qu'on manque d'habilité à faire un certain nombre de choses... c'est juste un manque de connaissances. Exactement. Mais c'est aussi un manque de savoir-faire, l'incompétence. C'est comment faire des choses. Ça nous insécurise. Et là, à ce moment-là, bien, on prend souvent des mauvaises décisions. Parce que des fois, il faut monter jusqu'au 5e barreau. On n'a pas le choix pour pouvoir le faire. Et c'est tout le problème quand on revient à la question de la préparation à la retraite, les sujets qu'on avait tout à l'heure, c'est que pour bien faire les choses, il faut le faire à longue date. Et même en matière d'éducation, on disait c'est une question de temps, mais il faut se donner le temps, puis il faut en suivre plusieurs aussi, parce que les domaines sont vastes. Et on ne peut pas tout apprendre du jour au lendemain, qu'on le fasse individuellement ou en suivant des formations ou autrement, mais c'est en améliorant nos connaissances on est plus confortable, dans le fond, avec les différents placements qui peuvent être offerts, puis avec ce qui nous est expliqué aussi. Là, quand notre représentant nous propose des placements, je pense que c'est important que l'épargnant et l'investisseur comprennent exactement... Sache poser les bonnes questions pour savoir exactement ce qui va se passer, si les taux d'intérêt montent, si les taux d'intérêt baissent, qu'est-ce qui va arriver avec ce type de placement. Comment va-t-il réagir? C'est le genre de questions, j'imagine, qu'on vous soulève régulièrement, M. Layette. Souvent. Et puis, Jean adresse un bon point dans la relation conseiller-client. Si le client pose des bonnes questions, puis s'il pose des questions, s'il prend le temps de s'intéresser aux propositions que lui fait son conseiller pour avoir l'idée générale, sans comprendre tous les détails techniques, parce qu'il y a beaucoup d'affaires de la cuisine que le client ne comprend pas. Mais s'il y a l'idée générale de ce qui est proposé, le conseiller est disponible, répond bien à ses services, il a l'air instrumenté, il a l'air outillé, il a l'air à comprendre, il a une bonne expérience, eh bien, je pense que le client est bien accompagné. Alors, c'est là que la relation conseiller-client devient primordiale, importante pour être capable d'aider à bâtir et sécuriser le patrimoine de l'individu. C'est comme un patient et un médecin. S'il n'y a pas une relation de confiance entre les deux, il y a un problème à quelque part qui ne marche pas. Là. La communication ne fonctionnera pas entre ces deux-là. Oui, la guérison commence par la confiance. C'est ça. Puis la croissance du patrimoine et la sécurité du patrimoine commence par la confiance. Puis c'est pour ça que le dialogue et l'éducation progressive, parce que souvent, comme conseiller, comme moi, comme planificateur financier chez Groupe Investors, on dispense beaucoup de conseils et on s'aperçoit des fois que 6 mois plus tard, où le client a oublié les détails de ce qu'on avait expliqué. Donc, il faut revenir souvent sur les formations et les informations qu'on a données au client. Tout à fait. L'image du médecin est intéressante parce que pour qu'un médecin fasse un bon diagnostic, il doit normalement avoir une bonne compréhension de c'est quoi le problème. Oui. Et c'est le patient qui doit être capable de l'exprimer. C'est ça. Je veux dire, c'est quoi son malaise, c'est quoi qu'il ressent. Et la précision du malaise, du mal qui est vécu, bien, permet au médecin de poser le bon diagnostic. Et souvent, ce qu'on s'est rendu compte, nous, avec les activités de formation qu'on fait, c'est que ça a vraiment une valeur ajoutée pour les gens dans l'industrie parce que en développant la compétence de l'épargnant puis de l'investisseur, on est un contributeur, dans le fond, à une plus grande productivité puis à une amélioration du service parce qu'à ce moment-là, la relation elle s'établit sur des règles qui sont plus collaboratives. Et les gens peuvent décider de déléguer à 100 %, puis des fois en faire un peu plus par eux-mêmes aussi, et ça dépend toujours de la situation personnelle de chacun. Et de cette façon-là, bien, en améliorant de façon continue ses connaissances financières, bien, on est plus réactif aussi au bon moment, parce que des fois, on réagit en retard aussi au niveau des décisions qu'on a à prendre, et
Le temps, c'est effectivement, il peut jouer contre nous dans ce temps-là. Dans une vie antérieure, j'ai entendu des conseillers financiers dire faut pas en dire trop au client parce que s'il en sait trop, il va devenir indépendant, autonome. Moi, je disais c'est ridicule. C'est comme si tu me disais faut pas montrer en marchant un enfant parce qu'un jour, il va courir plus vite que moi. C'est quoi le problème? Surtout qu'aujourd'hui, le contexte fiscal, le contexte légal, le contexte des marchés financiers est devenu tellement complexe. Il y a tellement d'outils à notre disposition. De véhicules de placement de toutes sortes. De véhicules de placement de toutes sortes. Il y a tellement d'informations qui arrivent très rapidement que le client est déjà surinformé, d'où l'importance d'avoir un conseiller. Il faut savoir comment trier dans cette masse d'informations qui vient par Internet, mais de partout, ailleurs dans les autres médias. Et qu'est-ce qui est pertinent pour le client de ce qui ne l'est pas? Voilà, il faut apprendre à distinguer ces choses-là. C'est pas parce qu'il y a abondance et même surabondance d'informations qu'elle est nécessairement bonne. Il faut savoir trier celle qui nous convient, celle qui va répondre à nos préoccupations. Et si on ne trouve pas ce qu'on cherche, bien, le conseiller financier est là pour ça. Alors donc, on va faire une autre pause qu'on me demande encore à corps et à cri. Et on va revenir dans quelques instants pour terminer cette émission sur la formation des clubs d'investissement et autres façons comme ça d'apprendre à mieux gérer ses finances personnelles et familiales. Dans quelques instants. Nous voilà de retour pour le 4e et dernier bloc de cette émission d'aujourd'hui. Au début de l'émission, tout à l'heure, on vous a montré, et au cours de l'émission, 2 publications, une grosse et une petite. La grosse publication, c'est plutôt pour les spécialistes, des gens comme M. Veillette qui doivent se tenir constamment au courant de l'évolution de la fiscalité, par exemple, pour servir leurs clients de mieux en mieux à chaque année. Alors donc, ça, c'est surtout pour les spécialistes. L'autre bouquin, c'est surtout pour les généralistes. Alors ça s'appelle « Réduisez vos impôts » et on vous donne une foule de trucs là-dedans. Ça, c'est beaucoup plus accessible pour la majorité des gens que ça. Mais ça, ici, si vous êtes dans la consultation financière, ça peut être intéressant pour vous. Et c'est une petite entreprise de Laval qui publie ça, qui organise des séminaires un peu comme Actif, mais pas mal plus cher, et qui distribue ça à ses participants. Donc, ça s'appelle le Centre québécois de formation en fiscalité. Si vous cherchez ça dans le bottin téléphonique à Laval, vous allez trouver ça. Ils forment des centaines, voire maintenant des milliers de personnes à chaque année qui doivent se remettre à jour en fiscalité. Parce qu'à chaque année, les gouvernements, évidemment, font un budget chez nous, ici au Canada, au fédéral et au provincial. Ils ne changent pas tout de chaque année en chaque année, mais à chaque année, on change des petites choses. Par exemple, le CELI, dont M. Veillette a parlé tout à l'heure sans le définir. Le CELI, ça n'existait pas avant 2009. Avant 2009, ça n'existait pas. Ça a été créé la première année en 2009. Nous sommes à la 4e année du CELI. 5 000 de droits de cotisés par année par adulte. Là, on est rendu maintenant à 20 000 en 2012. Et donc, 2013... 20 000 pour monsieur, 20 000 pour madame. Et là, ça ne donne pas de déduction d'impôt comme un réel quand vous mettez de l'argent là-dedans. Mais les revenus ne seront jamais imposés, même après votre décès. Tout à fait. Et donc, si vous avez d'autres membres dans la famille aussi, vous pouvez mettre maintenant, cette année, 20 000 pour chaque personne de 18 ans et plus. Dans un CELI, c'est un compte d'épargne libre d'impôt. Oui. Le libre d'impôt, on se comprend bien, là, c'est la partie rendement. Oui. Donc, on parlait tout à l'heure de gain de capital, de revenus de dividendes.